à tous, bienvenue sur Lorena TV dans l'émission À vous les régionales. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Wenzel, bonjour. Bonjour, enchanté et bonne soirée à tous les auditeurs de Lorena TV. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît? Oui, donc je suis David Wenzel, je suis né dans les Vosges, j'ai 30 ans, je suis actuellement ambassadeur du tri pour une collectivité locale et donc je suis le candidat tête de liste aux élections régionales pour l'Union populaire républicaine. Et quels sont les axes principaux vers lesquels vous souhaitez orienter votre politique? Alors, à l'UPR, donc le but de ce parti, en fait, c'est de rendre la démocratie aux Français. Donc, en fait, on commencera au niveau régional en instaurant le référendum d'initiative populaire afin que les citoyens aient un outil véritablement démocratique pour proposer leur propre loi. Donc, c'est vraiment l'idée première. Ensuite, la première des choses que nous ferons une fois élus sera de faire en fait un audit complet des comptes, parce qu'il est vrai qu'avec cette fusion des régions, on ne sait encore pas exactement quel budget sera alloué, et d'autant plus qu'il y a le projet de loi NOTRe qui est actuellement en cours de négociation et qui prévoit notamment une baisse de 30% des dotations pour les collectivités. Donc on pense qu'il est vraiment important de faire un point en faisant un audit complet et en rendant public cet audit des comptes afin que les citoyens puissent avoir une idée de quel sera le budget total pour la grande région. Et le but principal de votre candidature, c'est quoi? L'idée première est quand même de faire connaître l'Union populaire républicaine et ses analyses. Donc j'invite d'ailleurs tous les internautes à se rendre sur notre site internet www.upr.fr où les internautes pourront trouver vraiment nos analyses et notamment les vidéos et les conférences de François Asselineau, le président fondateur de l'UPR. Donc c'est vraiment l'idée première, c'est déjà de faire connaître nos analyses. Ensuite, nous avons un programme régional où vraiment la priorité en fait au niveau de l'emploi sera de réorienter massivement les aides qui sont accordées par le conseil régional vers les PME, les TPE et les métiers de l'artisanat. Et par rapport à ces nouvelles régions, quel est l'enjeu de ces nouvelles régions? Alors on explique à l'UPR vraiment déjà d'où viennent cette fusion des régions. Donc il faut savoir que dans les grandes orientations de politique économique de 2014 que donne chaque année la Commission européenne à la France, en fait il nous est demandé de faire fusionner les régions. Donc ces grandes orientations de politique économique ont été données à la France le 2 juin 2014 et le lendemain, le 3 juin, le gouvernement annonçait la fusion des régions. Et en fait, ce qu'il faut vraiment savoir et ce que les internautes doivent prendre conscience, c'est qu'en fait, ces réformes des collectivités ne sont pas voulues par l'État français, mais vraiment imposées par la Commission européenne. Et la Commission européenne est une entité qui est composée de personnes non élues. Et du coup, on trouve que ça pose vraiment un problème démocratique. D'autant plus que quand on regarde tous les sondages d'opinion publique, en fait, on se rend compte que les citoyens sont contre. Donc, nous, on considère que c'est vraiment un gros problème démocratique. Et en plus, quand on creuse vraiment le sujet, si on se voit un petit peu, par exemple, ce qui se passe en Espagne ou par exemple au Royaume-Uni avec l'Écosse, en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est vraiment le démembrement des États-nations. On est en train de donner de plus en plus de pouvoir à des grandes régions qui traiteront directement avec la Commission européenne sans passer par l'État français. Et du coup, à terme, en fait, ce qu'il arrivera, c'est que les gens se diront, bah tiens, pourquoi on a un État alors qu'il ne prend plus de décision. Et là, il y aura un grand changement donc, par rapport aux régions, mais est-ce que, d'après vous, il faudra supprimer les départements? Alors c'est un petit peu dans la même idée. Il faut savoir que les départements c'est quelque chose qui est, je vais dire, ancestral dans notre pays. Je crois pas que les citoyens demandent vraiment à ce que les départements disparaissent. Je vais parler donc de mon cas qui suis vosgien. Je trouve que, enfin moi personnellement, je suis attaché aux Vosges et je pense que je suis pas le seul vosgien dans ce cas-là.
Donc c'est vraiment, c'est essayer de casser tout ce qui, comment dire, auquel les citoyens ont un attachement. C'est essayer de casser et de démembrer tout ça pour former des entités sur lesquelles les citoyens auront de moins en moins de pouvoir. Si on reprend les dernières réformes des collectivités, notamment avec les communautés de communes, au final on se rend compte que c'est vraiment, comment je pourrais dire, diluer la vie des citoyens. Donc ceux qui ont voté pour le maire de leur commune, au final, leur maire a de moins en moins de points, il faut qu'ils négocient avec tous les maires des alentours, et du coup, c'est vraiment quelque chose qui bloque sur pas mal de points. Donc nous, on veut vraiment conserver les départements, quoi. Et vous, si vous êtes élu, donc quel rôle pourrez-vous jouer pour favoriser l'emploi? Alors, il faut savoir également que dans les traités européens que j'ai ici même, il y a en fait les articles 32 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En fait, ces articles 32 et 63, ils autorisent clairement les délocalisations, c'est-à-dire qu'avant, l'État pouvait s'opposer aux délocalisations, alors que maintenant, c'est totalement interdit. On interdit à l'État d'empêcher les délocalisations. Et donc, cet article existait déjà dans le traité de Maastricht, et c'est pour ça que depuis le début des années 90, en fait, on s'aperçoit que notre industrie est complètement décimée, et que chaque jour qui passe, en fait, on perd 800 emplois industriels par jour, et une usine ferme par jour. Donc en fait, si on veut vraiment s'attaquer aux causes profondes, c'est pas au niveau de la région qu'on pourra le faire. Alors bien évidemment, on a quand même des fonds qui soient alloués par le conseil régional pour aider et soutenir les entreprises. Donc comme je l'ai dit au début, nous l'idée première, c'est vraiment de réorienter ces fonds vers les PME, les TPE et les métiers de l'artisanat, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de raison que ça aille toujours dans les grandes structures, et que en plus on va dire les entreprises les plus où il y a le plus grand investissement, on va dire, sur le plan humain, c'est quand même ces petites et moyennes entreprises, quoi. Et point de vue de la santé, comment comptez-vous améliorer la politique santé actuelle? Alors il faut aussi, donc je vais encore repasser, ça peut paraître loin en fait quand je parle de l'Europe, mais il faut savoir que ça impacte vraiment notre vie au quotidien. Et donc encore une fois, si on reprend les grandes orientations de politique économique de 2014, en fait il est demandé à l'État de réformer son système de sécurité sociale, et notamment de dérembourser de plus en plus de médicaments, comment dire, de faire des réformes, notamment sur le tiers payant, etc. Et donc c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui nous est imposé et demandé par la Commission européenne. Et nous, on considère vraiment que les citoyens sont très attachés à leur système de sécurité sociale et à leur système de médecine en général. Donc évidemment qu'on fera tout ce qu'on peut, notamment pour les zones rurales où il y a une énorme désertification au niveau des médicales. Donc on va mettre en place des aides pour comment dire, inciter les médecins à s'installer dans ces zones rurales qui sont en cours de désertification médicale. Donc on essaiera de faire ce qu'on peut, mais à l'UPR, on est vraiment un parti qui est vraiment franc avec les citoyens. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur promettre monts et merveilles, parce qu'en fait, comme je le dis depuis le début, toutes les grandes décisions et tous les choix stratégiques, en fait, sont prises par la Commission européenne. Donc on est franc avec les gens, on leur dit qu'on essaiera de qu'on va mettre en place même des aides pour aider les médecins, mais on ne pourra pas promettre monts et merveilles, quoi. D'accord. Et point de vue de tout ce qui est environnement, comment pensez-vous que la région elle pourrait réduire son impact environnemental? Alors pour ce qui est de l'impact environnemental, pardon, je pense qu'au niveau de la région, et notamment dans cette zone-ci en Moselle, je pense que vous êtes très impacté par le trafic routier. Donc effectivement, il pourrait y avoir des choses à mettre en place, notamment envers des transports en commun, etc. Après, il faut savoir que c'est des projets extrêmement coûteux.
Donc nous, à l'UPR, comme on ne veut pas imposer des choses aux citoyens, mais qu'au contraire, on veut que ce soit les citoyens eux-mêmes qui choisissent, donc on pourra mettre en place des projets, par exemple de TER ou de choses comme ça, avec des nouvelles lignes. Néanmoins, on consultera systématiquement les citoyens en leur présentant les avantages, notamment au niveau de l'impact écologique, et également les inconvénients que ça pourrait avoir, notamment en termes de coûts financiers. Donc on voudra vraiment faire des débats avec des personnalités qui ont des avis contradictoires, où chacun pourra présenter ses idées avec les points forts et les points faibles, comme je viens de le dire, et ensuite ça sera libre aux citoyens de choisir par eux-mêmes dans les référendums que nous leur proposerons. Et tout de suite, en fait, je fais un point sur ces référendums pour pas que ça soit trop coûteux, pardon, pour la collectivité, pour le conseil régional. En fait, on créera un site internet sur lequel on invitera les citoyens à voter pour nos projets de loi. Et donc du coup, ça réduira un maximum le coût que ça pourrait avoir financièrement. Et en plus, maintenant, quasiment tout le monde a accès à Internet. Donc vraiment, on va dire, peut-être pour les personnes âgées, on s'arrangerait avec les municipalités pour qu'elles mettent à disposition des ordinateurs pour que même les personnes qui n'ont pas accès à Internet puissent voter. Donc ça se passerait comment? Les gens, ils auraient donc un code d'accès ou... Oui, donc on sécurisera bien entendu tout ça. Et effectivement, oui, il y aurait, comment dire, Vous soumettrez après les idées donc de référendum, c'est ça? Donc oui, Sur ce site. au cas par cas, sur vraiment tout ce qui a un gros impact financier et écologique, on consultera les citoyens parce que nous, on ne veut pas imposer les choses aux gens. On veut justement, comme je l'ai dit, rendre la démocratie aux citoyens. Donc on commencera vraiment au niveau local par ces référendums sur toutes les grandes décisions qu'on aura à prendre en fait. Et notre nouvelle région, elle compte beaucoup de travailleurs frontaliers. Comment comptez-vous leur permettre d'améliorer leur mode de circulation? Alors c'est un petit peu donc le point avant, ça répond un petit peu également. Donc c'est vrai qu'il y a des gros embouteillages, j'ai pu moi-même le constater donc, avec les différentes réunions publiques que j'ai faites sur la région. Et c'est vrai que dans le secteur notamment du Luxembourg, la circulation aux heures de pointe est vraiment assez compliquée. Donc il faudrait voir pour trouver un autre projet. Ça pourrait être un projet donc, routier, comme ça pourrait être un projet de transport en commun. Néanmoins, là encore, il faut vraiment que ça soit quelque chose de concerté et de souhaité vraiment par tout le monde. Donc, encore une fois, moi, je ne veux pas imposer les choses aux citoyens. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit au début avec le référendum d'initiative populaire, les citoyens eux-mêmes auront un outil pour nous proposer des choses. Donc il suffira que les citoyens réunissent une pétition de l'ordre de 1% du nombre d'habitants sur la nouvelle région. Et donc une fois ces 1% atteint, automatiquement il y aura un référendum, enfin on s'engage nous à faire un référendum derrière. Et donc notre région donc, qui est proche de plusieurs frontières, hein, Luxembourg, Belgique, Allemagne, la plupart de ces villes qui entourent les frontières, elles deviennent des cités dortoirs. Comment comptez-vous redonner du souffle à ces communes? Alors, donc en fait, il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu une fuite vraiment massive de nos industries et de nos entreprises. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne peut plus se protéger. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu, par exemple, les supermarchés ou autres, qui ont été envahis de produits fabriqués dans des pays à très bas coût de salaire. Et il faut savoir qu'avant, quand on était un État indépendant, on mettait des quotas d'importation sur ces produits fabriqués dans les pays à très bas coût de salaire. Maintenant, ça nous est interdit en fait par la Commission européenne et les traités européens. Et donc du coup, on ne peut plus du tout protéger notre industrie. Et on se met en concurrence frontale en fait avec des pays où c'est limite de l'esclavage. En fait, on fait travailler des enfants pour vraiment très très peu d'argent. Enfin, je vous dis, c'est vraiment la limite de l'esclavage. Et on ne peut plus empêcher ces produits de venir chez nous.
Donc du coup, c'est ce qui fait qu'on n'arrête pas de dire aux gens depuis maintenant une vingtaine d'années qu'ils ne sont pas compétitifs. Alors moi je dis toujours, j'ai pas envie d'être compétitif, je sais pas moi, face aux enfants du Bangladesh, quoi. Enfin, je veux dire, il faut être logique et voir comment ça fonctionnait avant et pourquoi ça marchait avant et pourquoi la France était une économie vraiment très forte, avait un emploi, je vais pas dire total, mais qui était quand même bien plus élevé qu'à cette heure-ci. Et donc il faut vraiment s'attaquer aux causes profondes. Et en fait, c'est vraiment la liberté des marchandises et des capitaux qui fait qu'on ne peut plus du tout lutter pour nos emplois. Donc effectivement, on voit que toutes les villes autour des frontières deviennent des cités de dortoirs tout simplement parce que il n'y a plus assez de travail et d'emploi chez nous. Donc fatalement, les gens vont aller chercher l'emploi et le travail où il est. Donc un pays comme le Luxembourg qui est un paradis fiscal, comme il y a la libre circulation des capitaux, en fait, eux, ça les arrange totalement. Du coup, leur économie tourne parfaitement, et donc du coup, ils ont plus d'emplois à proposer, et donc, malheureusement pour les villes qui sont près de cette frontière, en fait, ça devient des cités dortoirs. Donc, si on veut vraiment s'attaquer à ce problème, en fait, on n'a pas d'autre choix que de revenir à la situation antérieure, c'est-à-dire pouvoir faire un contrôle des mouvements de capitaux, pouvoir taxer en mettant des taxes de douane les produits qui sont fabriqués dans des pays à très bas coût de salaire. C'est vraiment des mesures essentielles si on veut pouvoir relancer notre économie et retrouver une spirale positive, quoi. Donc, à l'heure de la mondialisation, comment comptez-vous faire pour que notre région ait un poids plus important au sein de la balance européenne? Alors, donc, il faut savoir que la mondialisation n'est pas venue du ciel. Donc, en fait, ce qu'on appelle mondialisation, c'est justement cette libre circulation des marchandises et des capitaux. C'est ça qu'on appelle mondialisation. Donc, en fait, c'est simplement des textes de loi, donc c'est ce que j'ai à côté de moi. Et donc, vraiment, on ne peut pas dire qu'on va peser face à ça, puisqu'en fait, on n'a pas les pouvoirs de décision. Deuxièmement, en fait, il faut savoir également que il y a une concentration en fait des pouvoirs au niveau de la Commission européenne. C'est-à-dire qu'en fait l'Europe est composée de plusieurs instances. Je vais nommer on va dire les plus connues, c'est-à-dire le Parlement européen et la Commission européenne. Et en fait, quand on regarde donc dans les traités européens, le rôle du Parlement européen en fait est juste consultatif. En fait, c'est pour ça que, par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. Il y a eu, donc, c'était l'année dernière, un vote au niveau du Parlement européen sur l'introduction de maïs OGM. Les députés européens se sont prononcés contre, mais en fait, la décision finale ne revient pas aux députés européens et au Parlement européen, mais vraiment à la Commission européenne. Et en fait, la Commission européenne a validé, contre l'avis du Parlement européen, l'introduction de ces OGM. Et donc du coup, quand on regarde vraiment les compétences donc, de la Commission européenne, en fait on se rend compte qu'il y a une énorme concentration des pouvoirs, alors que chez nous, en France je parle, la séparation des pouvoirs en fait ça date de Montesquieu. Donc c'est vraiment un acquis, je veux dire, d'il y a très longtemps, et quelque chose moi qui me choque quoi, quand je vois qu'il y a, en fait la Commission européenne est à l'initiative des traités, donc il n'y a que elle qui peut proposer des lois. Et c'est elle qui les valide en dernier ressort. Donc c'est vraiment c'est cette entité, encore une fois, de personnes non élues. D'ailleurs, je ne sais pas, en général, personne ne connaît les commissaires européens. C'est vraiment, je veux dire, peut-être, allez, on va dire, on connaît le président, mais je veux dire, les autres commissaires, on ne les connaît pas. Et d'ailleurs, monsieur, donc le président de la Commission européenne, monsieur Jean-Claude Juncker, a dit très précisément en début d'année qu'il ne peut y avoir de choix démocratique face au traité européen. Donc c'est sorti dans un grand média de diffusion que vous pourrez retrouver. Et moi quand je vois ça, je suis vraiment choqué quoi, parce que je me rends compte qu'une personne élue justement par personne ose dire aux citoyens qu'en fait les choix démocratiques, il n'y en aura pas, quoi, que c'est lui qui va les prendre. Et donc, nous, encore une fois, on veut être honnête avec les gens et ne pas leur dire que, parce que j'ai vu un petit peu donc, mes adversaires dans des débats,
dire qu'en fait, la région, ça va être en gros la Silicon Valley de l'Europe, mais vraiment, c'est se moquer du monde, parce que ce n'est pas eux qui auront le pouvoir de prendre les grandes décisions qui feraient que ça deviendrait la Silicon Valley de l'Europe, quoi. C'est vraiment... nous, on considère qu'il faut arrêter de se moquer des citoyens et vraiment s'adresser à leur intelligence. Donc on est clair avec les gens, on ne va pas se moquer d'eux, on ne va pas leur promettre encore une fois mon émerveil, pardon. On va leur expliquer comment ça fonctionne et qui prend les grandes décisions. Et par rapport donc, à l'Alsace et à la Moselle, nous on a le droit local. Est-ce que vous pensez que la nouvelle région va remettre en cause cette particularité? Alors malheureusement pour ces deux régions, je pense qu'il y a des chances qu'on vienne vous demander au fur et à mesure du temps de revenir sur ces acquis-là. Encore une fois, nous on ne veut pas décider à la place des citoyens. Donc je veux vraiment moi insister sur le fait que je pense qu'en Alsace et en Moselle, tout le monde est attaché à ce système. Je ne vois pas de raison valable, à partir du moment où les citoyens sont attachés au système, je ne vois pas de raison valable pour qu'on leur enlève. Donc moi je serais favorable à ce que ça continue. Et donc voilà Et quoi. voire à une extension sur les autres départements? J'aimerais que ce soit le cas. Malheureusement, comme on nous demande enfin encore une fois, comme la Commission européenne nous demande de revoir notre système au niveau donc des remboursements de la santé, etc. Ça a plutôt tendance à aller toujours vers la baisse. Donc j'aimerais pouvoir dire aux citoyens qu'on va essayer de mettre ça en place sur toute la région. Malheureusement, je ne pense pas qu'on en aura les compétences. Et comment allez-vous créer une nouvelle identité régionale? Alors, encore une fois, c'est une question vraiment très dure. Enfin, quand j'entends pareil mes adversaires donc à cette élection dire qu'ils se sentent alsaco, champenois, ardennais, lorrains, enfin vraiment, moi j'ai l'impression qu'on marche sur la tête, quoi. Enfin, j'ai jamais entendu ça. Si vous demandez à un citoyen, enfin, vous lui demandez de quelle nationalité il va vous répondre qu'il est français. De quelle région il est, il va vous répondre la région où il habite. De quel département, il va vous répondre le département où il est. Et de quelle commune, il va vous répondre la commune. À chaque fois, encore une fois, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le but, en fait, c'est de faire des entités intermédiaires dans lesquelles les citoyens, en fait, ne se reconnaissent pas, n'ont pas d'attache et au final auront de moins en moins de pouvoir parce que donc là, avec la grande région, on va avoir donc 169 conseillers régionaux. Je veux dire, ceux qui auront voté dans leur département pour leur liste départementale, ils ne pourront jamais faire entendre leur voix. Enfin, ça va être très compliqué, quoi. Avec face à eux, il y en aura 168 du coup. Ça risque d'être très compliqué. Donc vraiment le but, quand on regarde bien, c'est vraiment de créer des entités intermédiaires sur lesquelles il n'y a pas de contrôle démocratique direct, c'est-à-dire que les gens, s'ils vont élire quelqu'un, mais qui va être tellement dilué dans une masse qu'au final, leur choix ne sera pas reflété, quoi. Et donc par rapport à cette nouvelle région, est-ce qu'elle va changer le quotidien des habitants? Alors ça risque de changer en fait, enfin au quotidien, au jour le jour, je pense pas que les gens vont s'en rendre compte. Par contre, il va quand même y avoir des sujets où on va forcer justement tout le monde à se mettre d'accord. Et je pense par exemple, ne serait-ce qu'à la première décision qu'il y a à prendre, c'est-à-dire le lieu du siège du conseiller régional, ça pose déjà un gros souci parce que fatalement, vu que les gens se sentent appartenir à leur ancienne région, il y aura forcément deux anciennes régions qui ne seront pas satisfaites du choix où aura été mis le conseil régional, le siège du conseil régional. Donc encore une fois, on voit ici que ça va poser d'énormes problèmes sur tout un tas de sujets. Évidemment, il y aura des sujets sur lesquels on peut se mettre d'accord, ça, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, on pouvait déjà le faire avant de nous forcer à fusionner, quoi, hein. Donc, pour moi, ça va juste rajouter des complications sur les sujets justement où on ne pourra pas se mettre d'accord, quoi. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous pouvez me citer un argument fort pour que les internautes se décident à voter pour vous?
Alors, j'ai beaucoup, je pense, mis le mot démocratie et démocratique dans le long de cette interview. C'est vraiment l'idée première de l'UPR. Donc, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est donner la parole aux citoyens. Donc, je pense que ça peut plaire à tout le monde. Vraiment, moi, j'invite tout le monde, encore une fois, à aller vérifier nos analyses et notre programme sur notre site internet. Et moi, je pense vraiment que si les citoyens se désintéressent au fur et à mesure du temps de la politique, en fait, c'est parce qu'ils se rendent compte que qui vote à droite ou à gauche, au final, ils ont toujours plus ou moins la même politique. Tout simplement parce qu'on ne leur explique pas que les choix ont été transférés à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne pour ce qui est de la politique monétaire et à l'OTAN pour ce qui est de la politique internationale de défense. Donc en fait, la clé de compréhension est vraiment là. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est rendre la démocratie aux Français. Donc on explique notamment, parce qu'on pourrait dire, oui, mais on va changer ces institutions. Mais en fait, pour changer ces institutions, pardon, il faut que tout le monde soit d'accord au même moment. C'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Et nous, on explique que pour différentes raisons, alors déjà parce que c'est une cohabitation permanente, si on regarde l'Europe comment elle est actuellement, en fait on se rend compte que nous on est à gauche et que nous, par exemple nos voisins allemands ils sont à droite. Donc en fait il y a vraiment une cohabitation permanente et ça avec 28 pays quoi. Enfin, donc, en fait jamais personne n'est d'accord sur rien et en plus on a une histoire totalement différente qui fait qu'on a des intérêts différents. Et on nous force en fait à se lier à 28 alors qu'on a des intérêts différents, alors qu'on se coupe de nos liens, je pense par exemple avec les pays du Maghreb ou autres, ou d'Amérique latine, avec qui on a des liens historiques, avec qui on pourrait avoir, je dis pas tout le temps, mais au cas par cas des intérêts communs. Là, la politique internationale, ça marche. Mais comme on s'est forcé vraiment à se mettre dans ces traités-là et à vraiment se ligoter avec ça, du coup, on a plus de vrai pouvoir. Donc vraiment, j'insiste, nous, ce qu'on fera, c'est rendre la démocratie aux citoyens. On commencera au niveau local avec les référendums. Et vraiment, le but de l'Union populaire républicaine, pardon, c'est vraiment de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais non pas pour des idées qui pourraient être xénophobes, racistes ou autres. C'est vraiment tout le contraire. C'est justement pour retrouver la politique qui est celle de la France normalement, c'est-à-dire le pays de la liberté et de la paix mondiale. C'est vraiment ça qu'on veut, nous. Donc l'idée est vraiment là. Après, encore une fois, on ne pourra pas le faire au niveau du conseil régional, mais on dénoncera notamment tout ce qui nous impacte au niveau régional, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous sont imposées, notamment à hauteur de 2019. La Commission européenne demande à la France de privatiser les lignes de TER et de mettre en concurrence les TER. Donc on voit que ça impacte vraiment le niveau régional. Donc nous, tous ces projets comme ceux-là, on les dénoncera. On dénoncera également, j'ai pas eu le temps d'en parler, pourtant c'est quelque chose d'extrêmement important qui est en train de se jouer, c'est les négociations en cours sur ce qu'on appelle le TAFTA, le traité transatlantique, en fait qui va faire une zone de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Et là encore, ça va poser de gros soucis parce qu'on a un droit qui est complètement différent et des normes qui sont complètement différentes sur plein de choses. Et cette négociation est menée pour les Européens par la Commission européenne et dans un total, vraiment une totale obscurité, quoi. Enfin, on n'a pas accès au texte de négociation. C'est vraiment un enjeu hyper important qui est en train de se jouer, et notamment pour ce qui est du niveau local, pour tout ce qui est des appellations d'origine contrôlée. Donc ça risque vraiment de mettre à mal toutes ces choses-là, quoi. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission sur les régionales. Un grand merci à vous et un bonsoir à tous les internautes.